Bonsoir à toutes et à tous, heureux de vous retrouver pour La Tranche Info en direct sur votre antenne Canal 10 Télévision avec au programme de cette soirée Info 10, le journal local et régional qui sera suivi de Sport 10, l'actualité sportive avec Séverine Méridan, ce sera tout de suite après la coupure pub de 19h, mais pour l'instant place au JT. Nous sommes le vendredi 11 mars 2022 et voilà 6 jours maintenant que la Corse s'embrase. Les habitants crient leur colère suite à l'agression du militant Ivan Colonna en prison. Ce dernier s'est retrouvé seul avec un détenu violent en salle de sport qui a tenté de l'étrangler. Depuis, Ivan Colonna est dans le coma et les Corses sont à fleur de peau suite à cette nouvelle suite à des manifestations étudiantes et organisées. Ils ont été sévèrement réprimés, il faut le dire, par les forces de l'ordre. Un peu plus d'essence sur le feu social qui depuis est devenu incontrôlable avec des exactions de jour comme de nuit. Regardez. Du côlon, c'est le 3e cancer le plus dangereux. Reculez maintenant. Reculez. Dépêche-toi, reculez. Allez, rentrez chez vous. Qu'est-ce que tu as, français de merde? Un français de merde, qu'est-ce que tu as? Rentrez chez vous, hein. Rentrez chez vous maintenant, hein. Tout ça parce que tu es un voyou, hein. Viens sur ton uniforme, viens. Rentrez chez vous, hein. Des images quand même choc, puisque cette gendarmerie a été prise d'assaut pendant 2 heures aujourd'hui, à coups de cocktails Molotov et de parpaings. Et pour en parler avec moi ce soir en partie, nous recevons Jordan Bardella, qui est président du Rassemblement national. Bonsoir, monsieur Bardella. Bonsoir. Merci de votre invitation. Alors, on a pu voir effectivement ce qui se passe en Corse. 6 jours maintenant que l'île est en plein embrasement. On a connu une situation qui était approximativement pareille ici en Guadeloupe. On a eu droit à envoi de GIGN et de forces spéciales pour réprimer ces mobilisations. Que feriez-vous dans une telle situation ? D'abord, les attaques qui sont commises contre les forces de l'ordre ou contre des bâtiments publics sont inadmissibles. Elles doivent être condamnées avec la plus grande fermeté. Maintenant, si on rentre un peu plus dans l'intimité du dossier, cette affaire, et notamment l'agression de M. Colonna, pour lequel je n'ai absolument pas d'admiration, de proximité particulière, mais aurait dû entraîner la démission du ministre de la Justice, M. Dupond-Moretti. Parce que M. Colonna a été agressé par un autre détenu, qui a été condamné à plus de 10 reprises, qui a été condamné pour des faits de terrorisme et qui avait entre guillemets, une mission de délégation publique puisqu'il avait des responsabilités au sein de l'organisation de la prison des détenus. C'est inadmissible et le ministre de la Justice aurait dû démissionner. Quant au reste, il faut effectivement que la loi soit appliquée et on ne peut pas tolérer évidemment que des bâtiments soient attaqués ou que des policiers soient insultés. Après se posera la question des manifestations. Jusqu'où pourront effectivement aller les Français en manifestation ? Nous, on défend le droit de manifester, mais le droit de ça manifester, ne fait pas partie ce n'est pas le droit de casser. Le droit de manifestation, il y a eu au cours du quinquennat des manifestations en métropole avec les Gilets jaunes qui ont pu aussi se dérouler en Outre-mer. Dans ces manifestations, il y a des revendications sociales qui sont légitimes. Maintenant, attention à ce que des militants d'ultra-gauche ne viennent pas, comme c'est souvent le cas, récupérer ces mouvements pour s'en prendre à la police, pour casser le mobilier urbain. Et c'est vrai que contre ces milices ultra-gauche, il y a quand même eu une forme d'impunité, pas depuis Emmanuel Macron, mais depuis maintenant 10 ans, voire 15 ans. On cible les milices d'ultra-gauche et celles d'ultra-droite.
Oui, on cible les deux milices, mais les milices qui viennent aujourd'hui avec des slogans antifa, attaquer la police, casser les commerces, s'en prendre au mobilier urbain, ce sont bien souvent des militants d'ultra-gauche, dont une grande partie sont souvent fichés S. Je pense que toutes les milices violentes, qu'elles viennent d'ultra-gauche ou d'ultra-droite, doivent être dissoutes. Et c'est vrai qu'on peut noter je dirais le laisser-faire et le laisser-aller du gouvernement en la matière qui a eu la main. Vous parlez de qui tremble. laisser-faire. Oui, du laisser-faire. Pourquoi ? Souvent, les policiers disent, lorsqu'il y a des mobilisations Qu'ils sociales... n'ont pas assez de moyens ? Non, ils disent on n'a pas les ordres. C'est-à-dire qu'on pourrait neutraliser les casseurs pour permettre aux citoyens, aux braves citoyens d'aller manifester, mais les ordres ne viennent pas. Et bien souvent, on laisse la violence se dérouler. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est beaucoup de syndicats de police parce qu'en fait, ça permet de casser les revendications et ça permet de jeter l'opprobre sur l'intégralité du mouvement social où bien souvent des préoccupations légitimes sont portées. Il y a eu des revendications légitimes lorsque, aux Antilles, il y a eu ces mobilisations contre la vaccination obligatoire des soignants. Et c'est vrai qu'il y a un fond de vérité dans ces mobilisations sociales. Les gens ne comprennent pas qu'en même temps, on impose la vaccination obligatoire pour les soignants, par exemple, alors qu'on sait que 90% des Antillais ont du chlordécone dans le sang ou que le CHU de Pointe-à-Pitre n'était plus aux normes depuis 30 ans. Donc, si vous voulez, il y a un deux poids, deux mesures qui fait que bien souvent, ça jette le discrédit sur la parole publique. On ne se sent pas concerné par ça parce que ça fait 30 ans que... Depuis 30 ans, nous n'avons pas été au pouvoir et qu'on porte, nous, une politique qui est radicalement différente de celle qui est en pratique dans le pays, que ce soit en métropole ou en outre-mer depuis 30 ans. Vous n'avez pas été au pouvoir, vous l'avez dit. Bon. J'espère qu'on le sera dans quelques semaines. Puisque la compétition, finalement, la course à la présidentielle est bel et bien partie. Emmanuel Macron a finalement posé sa candidature. Vous ne serez pas le candidat du Rassemblement national pour ce coup-ci ? Non, c'est Marine Le Pen, la candidate. Mais vous auriez pu y aller ? À l'élection présidentielle. Non, moi, je pense que... vous savez, la politique, je pense que c'est un long parcours. C'est un long parcours initiatique. Et c'est vrai que les Français maintenant connaissent bien Marine Le Pen, ils connaissent sa sincérité et ils connaissent surtout ici en Outre-mer son attachement pour nos compatriotes ultramarins. Et je crois que cet amour est réciproque puisque à la dernière élection présidentielle, comme aux élections européennes où moi j'étais tête de liste, eh bien nos compatriotes ultramarins ont porté Marine Le Pen en tête en Outre-mer. Donc je pense que les 9 et 23 avril prochains, puisque ce sont les dates du scrutin ici en Outre-mer, nos compatriotes ont la possibilité de se choisir une présidente de la République qui les aime et qui les respecte. Mais vous savez que le Rassemblement national n'est pas le parti politique préféré des Guadeloupéens. Il y a beaucoup de travail à réaliser. Marine Le Pen, on va dire, est héritière du parti, mais aussi héritière du désamour pour le parti ici. Comment redorer l'image du Rassemblement national ? On sait que vous êtes toujours taxé de racisme, d'extrémisme à certains moments d'ailleurs. Non, de racisme non. Quand on arrive en tête en Outre-mer, on ne peut plus dire qu'on est taxé de racisme. On va convaincre en apportant des réponses aux problèmes des gens, aux problèmes ordinaires des gens. Emmanuel Macron, en 5 ans, n'a réglé aucun des problèmes quotidiens de nos compatriotes ultramarins. Le caddie de course est 30% plus cher qu'en métropole. On a un taux de chômage important, dont la moitié sont concernés par les jeunes. Il y a une insécurité qui est importante et face à ça, on est les seuls à avoir des réponses. Vous savez qu'on propose notamment la réforme de l'octroi de mer pour faire en sorte que les produits qui sont importés depuis la métropole ou depuis l'Union européenne ne soient pas concernés par cet octroi de mer, par cette surtaxation injuste lorsque nos compatriotes ici en Guadeloupe font leurs courses. On souhaite baisser les taxes, notamment sur les énergies, notamment sur le carburant. On souhaite également faire en sorte qu'il y ait une priorité pour les Guadeloupéens dans l'accès à l'emploi ou dans l'accès au logement. Les Guadeloupéens sont chez eux, c'est normal qu'ils aient la priorité. Et on défend cette priorité nationale, cette priorité locale qui sera inscrite dans la loi si Marine Le Pen est élue présidente de la République. Donc on a beaucoup de mesures de bon sens qui, je crois, répondent concrètement aux préoccupations quotidiennes des Guadeloupéens. Et qu'est-ce qui pourrait garantir aux Français et aux Guadeloupéens que vous vous y tiendrez, puisque c'est beaucoup de démagogie, les élections, des promesses, et une fois arrivé... Oui, mais moi je me suis engagé en politique depuis maintenant 10 ans contre les gens qui sont au pouvoir depuis 30 ans. Nous, on n'est pas là pour sauver la droite, on n'est pas là pour sauver la gauche, on est là pour redonner le pouvoir au peuple français, que ce soit en métropole mais aussi en Outre-mer, et puis on n'a jamais été aux responsabilités. Et vous voyez bien que toutes les grandes idées pour lesquelles Marine Le Pen s'est toujours battue sont partagées aujourd'hui par une majorité de Français. C'est la seule qui peut battre Emmanuel Macron. En réalité, on voit que
dans les sondages de second tour, avec les marges d'erreur, on est à quasi-égalité avec Emmanuel Macron. Donc on peut véritablement gagner, on peut changer la politique. Et moi, je suis venu dire aux Guadeloupéens, ce que vous vivez, c'est la conséquence de choix politiques. Ça fait 30 ans que vous portez les mêmes personnes au pouvoir, 30 ans qu'ils mènent la même politique. Faites-nous grâce au moins de cela. Je pense que le patriotisme, c'est une idée noble et je pense qu'elle mérite aujourd'hui d'être portée au pouvoir. Et puis c'est vrai que dans toutes les mairies qu'on a conquises depuis 2014, nos maires ont été réélus partout, ce qui veut dire que... un travail de terrain qui se fait. Le travail de terrain, ça marche. Et puis quand on nous donne le pouvoir, on fait nos preuves. On ramène la sécurité, on baisse les impôts, on améliore le cadre de vie. En termes de cadre de vie, il y a une préoccupation qui est importante pour nous, qui serait une préoccupation importante pendant le quinquennat, c'est celui de l'accès à l'eau potable. Il faut mettre les moyens pour permettre un accès à l'eau potable. Partout, on ne peut pas se satisfaire d'une situation où un entier sur 3 n'a pas accès à l'eau potable. Sur la question du pass sanitaire et de l'obligation vaccinale, le positionnement du Rassemblement Alors, on a toujours national. été contre. Un contre ferme ou un demi-contre? Ah non, contre ferme. On a voté contre à l'Assemblée nationale. On s'est opposé à cela à l'Assemblée nationale. D'abord parce que le pass sanitaire ne sert à rien. À partir du moment où la vaccination n'empêche pas la transmission du virus, alors le pass sanitaire ne sert strictement à rien. Et il y a beaucoup de médecins d'ailleurs qui ont été des voix officielles de la médecine pendant le Covid, qu'on a entendu ensuite dire le pass sanitaire est une mesure politique qui n'empêche pas la circulation de l'épidémie. Et c'est d'autant plus vrai que la période où on a eu le plus de cas de Covid en France, c'est-à-dire il y a quelques semaines, est la période où le pass sanitaire était appliqué. Donc on est contre. J'aurais tendance à dire on le supprimera quand on arrivera au pouvoir, mais on a vu que le gouvernement avait décidé de le lever, comme par hasard, à quelques jours des élections. Très bien, il faudrait des présidentielles tous les 2 mois. Et puis sur la vaccination obligatoire des soignants, on est contre. Parce que les soignants, on leur a demandé beaucoup de sacrifices pendant cette crise sanitaire. On leur a demandé, ils n'avaient pas de blouse, ils n'avaient pas de masque, ils n'avaient pas les moyens pour travailler. On les a envoyés en première ligne. Donc plutôt que de leur imposer la vaccination obligatoire, qui relève à mon sens du libre arbitre, on aurait pu leur demander de se faire tester le matin, par exemple. Mais vous voyez, demander une vaccination obligatoire à des gens qui travaillent dans des CHU qui sont plus aux normes depuis 30 ans ou qui s'occupent d'une population dont 90% a du chlordécone dans le sang, je trouve que c'est un peu gênant, ça pose un problème de justice et je n'apprécie pas la brutalité avec laquelle le gouvernement d'Emmanuel Macron a géré cette crise ici aux Antilles. On a l'impression que la brutalité, la violence à l'égard du peuple, c'est la marque de fabrique et c'est vraiment la signature du macronisme. Autre question. Bon, c'est un avis qui doit être partagé certainement avec d'autres personnes. Autre question, c'est par rapport effectivement à vos concurrents, puisque Marine Le Pen, on va dire que le Rassemblement national avait un peu sa touche qui était jugée excessive souvent dans les propos, dans les idées, surtout concernant les étrangers, la protection des frontières et ce genre de thématiques. Là, on voit que Éric Zemmour et Valérie Pécresse donc, sont aussi dans la course au présidentiel et reprennent beaucoup ces thématiques de campagne. Est-ce que vous êtes... Souvent, à quelques semaines des élections, on reprend souvent nos idées à nous. Vous êtes habitué ? On est habitué à ce que beaucoup de gens viennent prendre nos idées en fait à 2 mois des élections, puis en fait gouvernent comme tous les autres quand ils sont au pouvoir. Mais hier, il y a eu le débat entre Valérie Pécresse et Éric Zemmour. C'était un combat de boue en fait. C'est-à-dire que chacun défend sa boutique, mais les Français se disent mais et moi dans tout cela en fait? Est-ce qu'à un moment donné, on parle de moi, on parle de mes préoccupations quotidiennes? Vous savez, il y a un sujet très fort en ce moment qui est celui du pouvoir d'achat. On a beaucoup de propositions à faire, que ce soit en métropole, en outre-mer. Vous savez qu'en métropole, on a ce sujet qui est... Aujourd'hui, on est à des niveaux de 2,20 €, 2,30 €, 2,50 € le litre dans certains quartiers de la capitale. Donc c'est un vrai sujet. Et nous, on a fait du pouvoir d'achat un axe fort de la campagne. Marine Le Pen, elle s'est engagée à rendre 200 € de pouvoir d'achat concrètement donc, par baisser mois les taxes, aux Français. baisserait les taxes. Alors par exemple, on baisserait les taxes sur les carburants. On sait que les tarifs aujourd'hui sont réglementés en Guadeloupe, mais sur 1,86 € le litre pour le samplon 95, il y a 80 centimes de taxes. C'est une situation qui est injuste, donc on pourrait baisser les taxes pour rendre directement du pouvoir d'achat et pour redonner de l'oxygène aussi à nos compatriotes et ici aux Guadeloupéens. Donc c'est juste qu'on n'est pas dans le même combat. Marine Le Pen, elle peut gagner cette élection présidentielle et si elle est donnée au second tour et qu'elle est donnée aujourd'hui quasi à égalité avec Emmanuel Macron sur les sondages de second tour, c'est bien parce que les Français s'aperçoivent que c'est une femme sincère, qu'elle a peut-être eu raison avant tout le monde et qu'elle a surtout le caractère
l'autorité, la solidité suffisante. On parle beaucoup en ce moment de la guerre en Ukraine, et cette guerre en Ukraine nous rappelle qu'être président de la République, c'est quelque chose de sérieux. Et Marine Le Pen, c'est la solidité du programme, du projet qu'on a beaucoup travaillé, qu'on présente aussi tout au long de notre déplacement ici en Guadeloupe, mais c'est aussi la solidité de la personne. Je veux dire, elle n'est pas dans le faux, elle n'est pas dans l'insincérité, elle n'est pas dans le mensonge. Je veux dire, même les Français qui sont en désaccord avec Marine Le Pen lui accordent au moins ce crédit de la sincérité. Et je pense que dans les temps difficiles pour le pays, la sincérité, la solidité, le caractère, c'est des qualités qui sont importantes pour un chef de l'État. Et en tout cas, moi, je suis venu dire aussi, aujourd'hui, on est prêt. Ça fait longtemps qu'on se prépare à accéder aux plus hautes responsabilités. Ça fait longtemps que Marine Le Pen s'y prépare. Et je crois qu'aujourd'hui, elle est prête. Elle est peut-être prête, mais il faut voir si la France et les Français il faut sont convaincre prêts. une majorité de Français, vous avez raison. N'est-il pas On parle de la solidité du parti. Bon, ça ne fera même pas débat puisque vous êtes dans le paysage politique français depuis plus d'une trentaine d'années. À chaque élection, vous réalisez quand même des scores qui vous permettent limite d'être au deuxième tour quasiment à chaque fois. Finalement, on vous agite un peu comme l'épouvantail pour voter contre plutôt que voter pour un programme. Ça marche de moins en moins, mais vous avez raison. Effectivement, ça marche de moins en moins, mais la dynamique est restée pendant plusieurs décennies quand même. Et là, je pense que tout le monde, avec ce qui se passe aussi en Ukraine en ce moment, se demande qui est français en fait ? Qui est considéré comme étant français en France ? Les Français. Oui, mais qui est considéré comme étant français ? Puisqu'on a vu sur les vagues, il va y avoir de gros débats sur les vagues migratoires qui ont lieu en ce moment. D'ailleurs, quand c'est dans un sens, on parle de migrants. Quand c'est dans l'autre, on parle de réfugiés finalement, réfugiés de guerre ou réfugiés politiques. Quand ça vient du Sud, ce sont plus des migrants. L'accueil n'est pas le même. Tout le monde voit cette fraternité finalement à deux vitesses. Ce n'est pas très appréciable. Donc on pourrait se demander qui est considéré comme étant français, sachant que vous avez même quelques difficultés à voir au-delà de l'univers parisien. On a remarqué que la France se résume beaucoup à Paris et pas forcément... Alors moi, je suis pas parisien. Moi, j'ai grandi en Seine-Saint-Denis, dans un territoire difficile, puisque c'est un territoire qui est confronté à la violence, au trafic de drogue, à la montée de l'islamisme aussi, qui est une vraie préoccupation qu'on a dans les banlieues, donc dans la banlieue parisienne. Mais je vous rassure, moi, je ne suis pas parisien. Je suis élu même d'ailleurs en Seine-Saint-Denis, parce que je suis conseiller régional d'Île-de-France. Île-de-France, dont on dit souvent qu'elle est souvent la troisième île des Antilles, puisqu'on a beaucoup de compatriotes ultramarins qui vivent aux Antilles. Être français, c'est d'abord avoir la carte d'identité française, mais c'est aussi partager... c'est un acte d'amour pour la France, c'est un acte d'amour pour notre histoire nationale, pour nos traditions, nos modes de vie. C'est des traditions nationales, mais c'est aussi des traditions locales. C'est des traditions antillaises, c'est les traditions bretonnes en Bretagne. Ce sont aussi ces cultures locales, ces additions de cultures locales qui font cet incroyable pays qu'est la France et dont l'outre-mer permettent à la France d'être le deuxième espace maritime au monde. Maintenant, pour vous répondre sur la question de l'Ukraine, ce qui se passe en Ukraine se passe à nos portes, se passe aux portes de l'Union européenne, aux portes de l'Europe. Et nous avons dit que nous étions favorables à ce que dans le respect du droit d'asile, dans le respect de la Convention de Genève, on puisse accueillir temporairement, le temps du conflit, des familles ukrainiennes dont les maris seraient aujourd'hui en train de combattre sur le front face à la Russie de Vladimir Poutine. Ces familles pourraient être prises en charge dans les structures d'accueil le temps du conflit. Maintenant, je vois bien où vous voulez en venir lorsque vous faites le distinguo entre l'Est et le Sud. Quand il y a eu des conflits qui concernaient le monde arabe, qui concernaient la Syrie, qui concernaient la Libye, moi j'avais exprimé, et nous avions exprimé le souhait à l'époque, que l'accueil de ces réfugiés de guerre, de ces migrants, puisse se faire au sein de pays arabes, c'est-à-dire au sein de pays qui géographiquement étaient plus proches, organiser l'accueil et l'asile dans des pays qui étaient aussi culturellement beaucoup plus proches pour faciliter aussi l'intégration des personnes là-bas. Mais vous savez, être français, c'est pas une couleur de peau. Être français, c'est pas une race. Être français, c'est pas une religion. Quand même La France, non, on peut ne pas avoir l'impression. La France, c'est peut-être chez certains discours, mais pas dans celui de Marine Le Pen, pas dans le nôtre. Vous savez, Marine Le Pen a fait ses premières campagnes électorales aussi aux Antilles. La marraine de sa fille est martiniquaise. Elle a eu l'occasion de le rappeler. Être français, c'est un acte d'amour. C'est pas une couleur de peau, c'est pas une race, c'est pas une religion, c'est pas une origine. Et je pense, comme disait Renan, que la nation, c'est un plébiscite de tous les jours. Tous les jours, on donne des preuves d'amour à la France. Moi, vous savez, mes parents sont pas nés en France. Ma mère est née en Italie. Les parents de mon père sont eux aussi nés en Italie. Et Romain Gary disait, je n'ai pas une goutte de sang français, mais la France coule dans mes veines. Parce que justement, la France, c'est tellement puissant, c'est tellement fort en termes d'histoire, que en fait, ça permet d'agréger des gens qui viennent d'horizons différents à partir du moment où ils se sentent français et qu'ils aiment la France.
On sait qu'on est fort dans le verbe. Nous, ce que la population attend, effectivement, ce soit des actes qui parlent tout autant. Et la problématique, c'est que c'est visible, finalement, qu'il y a des discriminations qui s'opèrent toujours. Il y a une peur particulière vis-à-vis du Rassemblement national Je crois et plus de ces maintenant. peurs. Vous pensez que ça s'est dissipé avec le temps ? Oui, ça s'est dissipé parce que je pense que les Guadeloupéens voient chez Marine Le Pen une avocate sincère. Je ne dis pas seulement avocate parce qu'elle a été avocate, mais parce qu'ils la voient comme le défenseur de la France des oubliés. Et l'outre-mer, c'est aussi une France oubliée. On dit souvent la France des oubliés, c'est les campagnes. Ce sont les territoires ruraux de la métropole. Mais l'outre-mer, c'est aussi un territoire oublié. Et je pense que beaucoup de compatriotes ici en outre-mer se sentent comme des citoyens de seconde zone. Se sentent comme des citoyens qui sont entièrement à part et non à part entière. Et nous, on vient dire, vous êtes les Français, vous avez les mêmes droits et les mêmes devoirs que tout le monde. Et si Marine Le Pen est élue présidente de la République, elle ne fera pas de différence entre les Français. Elle ne fera pas de différence entre les territoires. Et elle vous l'a montré. Et encore une fois, quand on voit que Marine Le Pen est en tête en Outre-mer lors de la dernière présidentielle, c'est pour nous un signal d'amour très fort qui fait que maintenant, ce signal d'amour, ces déclarations doivent se transformer en actes. Et moi, je dis ici aux Guadeloupéens, les 9 et 23 avril, votre quotidien, il peut changer. Vous pouvez concrètement améliorer votre quotidien. La vie chère, c'est pas une fatalité. L'essence chère, c'est pas une fatalité. L'insécurité, les 6 homicides, les 6 jeunes qui ont été tués dans la rue depuis janvier, ce n'est pas une fatalité. Tout cela, c'est la conséquence du laxisme, c'est la conséquence du désintérêt des politiques. Je veux dire, vous savez, nous, on a eu les gilets jaunes en métropole. Ces gilets jaunes, ils se sont dressés contre Emmanuel Macron. Mais ils se sont dressés, c'est une France qu'Emmanuel Macron ne connaît pas. Il ne connaît déjà pas les préoccupations des Français, des Gilets jaunes, de la ruralité en métropole. Comment voulez-vous qu'ils connaissent et qu'ils comprennent les préoccupations des ultramarins qui vivent à des centaines de kilomètres de la métropole? Donc, encore une fois, tout ça, c'est la conséquence de gens qui sont au pouvoir depuis des années. Et moi, je veux dire aux gens, essayez quelque chose que vous n'avez jamais essayé. Et pour cela, il faut voter pour Marine Le Pen. Et je peux vous assurer qu'on fera tout ce qui est en notre pouvoir pour vous redonner le pouvoir et vous redonner la maîtrise de votre destin. Merci beaucoup, Jordan Bardella. Merci à vous, merci de votre invitation. Et la nouvelle est tombée, chers téléspectateurs, puisque la majeure partie des personnes hospitalisées pour Covid sont complètement vaccinées, ce qui rebat complètement les cartes. Le vaccin médicament, n'oubliez pas, ne protège pas de l'infection ou de transmettre la maladie. Il ne faut pas l'oublier. Et l'Agence régionale de santé fait état aujourd'hui d'une recrudescence des nombres de cas de Covid, un rebond épidémique qui coïncide avec la Guadeloupe, la Martinique et même le niveau national. En 4 jours, 2600 nouveaux cas répertoriés sur 13 852 tests réalisés. Le taux de positivité qui prend des semaines à descendre a doublé littéralement en 7 jours et passe à 14%. Le taux d'incidence a également doublé pour atteindre les 795 pour 100 000 habitants. Le facteur R est à 1,08. De gros chiffres, mais zéro impact sur la situation hospitalière. On dénombre 9 personnes atteintes du Covid en réanimation. Et à compter de lundi, notez que le protocole sanitaire dans les écoles évolue. Dans le premier degré, fin de l'obligation du port du masque en extérieur. La pratique d'activités sportives sans masque sera autorisée aussi en intérieur. Et on aura aussi la fin de la limitation du brassage, notamment à la cantine et dans les cours de récréation. On note aussi la fin du port du masque dans le second degré. Et retour maintenant sur la plénière de la région Guadeloupe à la Cité des Métiers au Rézé. À l'ordre du jour, l'examen du compte de gestion du payeur régional, le rapport annuel du développement durable, les orientations budgétaires pour 2022 qui restent inchangées et la création de la société publique locale Cours d'énergie. Le reportage de Jeff Taylor. Le compte administratif a été voté par la majorité des élus de la collectivité régionale. Alors c'est vrai que nous avons un solde d'exécution de 24 millions d'euros, mais il faut dire aussi que la région intervient de manière différenciée sur des compétences qui ne lui appartiennent pas. C'est-à-dire que nous sommes dans la solidarité et l'action volontariste, s'agissant de l'eau, s'agissant des déchets, mais ce sont des éléments qui sont indispensables au bon fonctionnement de la société guadeloupéenne.
Par rapport aux autres années, nous n'avons pas effectivement changé beaucoup de choses dans les orientations. Nous venons de subir quand même 2 ans de crise sanitaire, crise sociale, qui ont impacté effectivement l'économie du pays. Nous avons voulu surtout maintenir un peu déjà et renforcer tout ce que nous avons prévu l'an dernier, parce que les orientations, beaucoup l'oublient, c'est des orientations pour l'année en cours. Et intensifier un peu notre démarche, notre travail sur l'économie bleue et l'économie verte. Le lycée de la mer, l'Institut de la mer par exemple, l'agriculture, nous sortons du salon de l'agriculture. Aujourd'hui, au moment où je vous parle, la région Guadeloupe, c'est plus de 6 millions d'exonérations de remboursement aux taxis, aux engins, aux pêcheurs, à beaucoup d'entreprises de la Guadeloupe. Plus de 6 millions d'exonérations de remboursement pour les accompagner depuis un long moment. Personne n'en parle. Aujourd'hui, nous avons demandé à l'unanimité à prendre une résolution pour demander à l'État de bloquer en Guadeloupe le prix du carburant. La Caraïbe encore mieux, mais il faudrait qu'on sache à un moment que quand vous êtes responsable, on doit faire des choix. Quand vous êtes un président, vous devez faire des choix et vous devez comprendre certaines choses. Ne pas penser à vous, mais penser à l'intérêt général. Et la préfecture a organisé un job dating pour aider à l'insertion des jeunes. Une opération en partenariat avec la mission locale qui, de son côté, a ciblé 53 profils susceptibles de répondre aux attentes des employeurs. Le reste en images. L'intérêt pour la préfecture, c'est parce que ça fait partie de nos missions de travailler sur l'emploi en Guadeloupe, sur l'adéquation entre les besoins d'employer des gens, des entreprises, et puis les gens qui sont à la recherche d'un emploi. On a une situation qui est très paradoxale en Guadeloupe, qui d'ailleurs existe dans d'autres territoires, mais qui est particulièrement vraie chez nous. C'est-à-dire qu'on a un grand nombre de personnes qui sont en recherche d'emploi, qui sont au chômage, parfois avec des niveaux de qualification et de formation importants. Puis de l'autre côté, on a un nombre d'entreprises qui recherchent de l'emploi qui sont aussi très élevés. Et on a quasiment un équilibre entre les deux. Il faut qu'on arrive à faire rencontrer l'un avec l'autre. L'occasion du job dating, c'est ça. C'est vraiment l'occasion dans un cercle, dans un endroit fermé, d'avoir un grand nombre d'entreprises. Il y a une petite vingtaine d'entreprises qui sont là, qui ont énormément de postes à pourvoir, et de faire venir des jeunes qui sont à la recherche d'un travail, d'un emploi, et de les faire se rencontrer à l'occasion de courts entretiens. L'agence Optimum Intérim est présente sur le territoire depuis 13 ans aujourd'hui. Donc nous recrutons dans tous les secteurs, que ce soit BTP, tertiaire, commerce, animation, événementiel et bien d'autres. Voilà, donc aujourd'hui on recherche des profils dynamiques, motivés et sérieux pour rejoindre notre équipe. Aujourd'hui on a reçu différents profils de candidats. Ils sont assez intéressants et parmi eux il y en a certains qui vont très certainement travailler avec nous par la suite. Et donc c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Il y a presque plus de 300 jeunes qui sont venus entre ce matin et cet après-midi. Une vingtaine d'entreprises qui sont là. Il y a suffisamment de postes à pourvoir si on regarde de façon équilibrée entre les deux. Je ne dis pas que tout le monde va trouver un emploi. En revanche, c'est ce que je leur ai dit tout à l'heure. Il faut qu'ils soient curieux. Et c'est comme ça que ça marche. Curieux, ça veut dire que on est attiré par une filière, on va voir une entreprise de cette filière. Mais à côté, il y a une autre entreprise qui finalement est sur une autre filière, avec un autre emploi, avec une autre formation. Et on peut peut-être se dire que ça peut être intéressant aussi d'y aller et de repartir d'ici avec cette expérience. La mission locale, nous sommes une structure, nous accompagnons les jeunes qui sont âgés entre 16 et 25 ans. Et dans le cadre du plan Un jeune, une solution, l'État a organisé ce job dating pour permettre aux jeunes qui sont sans solution et sans emploi de rencontrer des entreprises qui recrutent pour pouvoir s'insérer sur le marché du travail. Donc la mission locale, nous avons participé en tant que partenaire de l'insertion et d'accompagnement des jeunes. Donc nous avons repéré les jeunes, nous avons 53 jeunes qui ont été préparés par la mission locale, qui ont fait de la simulation d'entretien et qui sont là aujourd'hui pour pouvoir tenter leur chance pour trouver un emploi. Un reportage signé Michel Depape. Et voilà, chers téléspectateurs, nous sommes arrivés au terme de ce journal. Merci pour votre fidélité. N'oubliez pas que sur Canal 10 Télévision, vous faites l'information que nous diffusons. Le journal local revient lundi à 18h30. En attendant, passez un bon week-end à l'écoute de nos programmes. Prenez soin de vous et de vos proches. Bisous, bisous tout le monde.
À venir dans la tranche info sur Canal 10, Sport 10 avec Séverine Méridan. Et avant cela, je dis bonsoir à Lydia Luce, à Moïse Caramel, à Kitoun Cyprien, à Marie-André Cavaillon. Bonsoir à Marie-Hélène Borès, à Wild Rosé. Bonsoir à Nadir Jamela, à Claudie Giraud-Girard. Bonsoir à Hélène Michel. Bonsoir à Patricia de Normandie. Ben oui, c'est de la com. Ils sont en campagne, voyons. Bonsoir à Jace Albina. Bonsoir à Mouton Lucide. Bonsoir à Otep Kemit, à Ampassave Mako. Bonsoir à Patrice Mathurin, Félicité et à tous les internautes qui nous suivent sur Canal 10. Restez branchés après la pub. C'est Sport 10 avec Séverine Méridan.